300 ans d'histoire construite sur les rives du Mississippi, la Nouvelle-Orléans, véritable joyau des États-Unis, séparée des couleurs rouge et blanche monégasques le temps d'une semaine. Moment d'échange culturel, historique et artistique que nous avons suivi. Arpenter avec nous les quartiers entraînants de la Big Easy. Déambuler dans les ruelles du Vieux Carré, le mythique quartier français est propice aux flâneries. À chaque coin de rue, n'est pas rare de croiser un groupe de musiciens. Ces maisons typiques aux influences espagnoles et aux couleurs chatoyantes nous propulsent tout droit dans une pièce de Tennessee Williams. Le décor est planté. Nous poussons la porte d'une salle de cours de l'université Tulane. Une musique familière s'en échappe. Les ballets de Monte-Carlo sont en pleine place. Ils sont arrivés à la Nouvelle-Orléans il y a 2 jours. Première étape d'une importante tournée américaine. Et pour cette première destination, la compagnie monégasque a été invitée dans le cadre des festivités du tricentenaire de Nola par la New Orleans Ballet Association. Ils se produiront sur la scène du Mahalia Jackson Theatre dans quelques jours. Fondée en 1718 par Jean-Baptiste Lemoine de Bienville, Nola est baptisée en l'honneur du régent le duc d'Orléans. Les influences francophones sont encore bien présentes. Située sur les rives du Mississippi, la Nouvelle-Orléans a longtemps été un grand port international qui profitait de sa situation privilégiée au débouché des Grandes Plaines. Aujourd'hui, la culture et plus encore le tourisme sont les 2 secteurs les plus porteurs. Nous sommes dynamiques et nous voulons continuer sur notre lancée, aller toujours plus de l'avant. Nous avons des racines fortes, des liens avec la France et Monaco par notre princesse. Nous voulons nous assurer que notre système et l'histoire de la Nouvelle-Orléans continuent de prospérer pour les futures générations. Plus de 8000 km séparent la Nouvelle-Orléans de la principauté. Et pourtant, une longue histoire les rassemble. C'est dans l'une des célèbres maisons au balcon en fer forgé du Vieux Carré qu'est née l'une des princesses de Monaco, la princesse Alice, la seconde épouse du prince Albert Ier. Marie-Alice Hayne naît un 10 février 1858 à la Nouvelle-Orléans, sans savoir que son destin liera ces 2 villes pourtant si éloignées géographiquement. C'était une période qui était consacrée à la vie mondaine et artistique du règne d'Albert Ier. La princesse Alice avait reçu dans ses salons des littéraires, des savants, des artistes, des poètes très connus qu'elle a ensuite emmenés en principauté vers les 1889. Et elle a vraiment aidé à développer la salle Garnier comme un temple de création pour la musique, l'opéra et les ballets. Je pense que la Nouvelle-Orléans est un véritable joyau, un trésor international, tout comme Monaco. De nombreuses nationalités se sont succédées en Louisiane. Leurs cultures ont marqué l'histoire et contribué aux multiples combinaisons de saveurs qui font de la cuisine louisianaise une cuisine si particulière, à l'image de la mythique bouteille de Tabasco produite en Louisiane depuis 1868. L'ambassade de Monaco aux États-Unis a souhaité associer la principauté aux célébrations du tricentenaire de la ville en proposant de nombreux événements et notamment une semaine culinaire aux saveurs monégasques. C'est ainsi que nous retrouvons aux commandes de cet événement les 2 chefs du Vistamar, Benoît Witz et Luc Gamel. Pendant une semaine, ils ont investi les cuisines de 2 fameux hôtels de la Nouvelle-Orléans, l'hôtel Nopsy et le Hyatt Regency. You have oysters in France? Yes, we. But the taste is here, you tell me. This. Go right ahead. It's all right, just slurp it out. No! Well.
Après une balade dans les allées du French Market à la découverte de produits locaux, nous les retrouvons dans les cuisines de l'hôtel Nopsy, situé dans le Central Business District. Aux côtés du chef Pete Page et de sa brigade, ils ont confectionné un menu aux saveurs monégasques en hommage aux racines communes des deux villes. Comment est-ce que vous avez réfléchi ce menu que vous proposez tout au long de cette semaine au Nopsy ? Nous avons commencé par échanger avec le chef Pete. Il nous a fait dresser une liste de produits qu'on peut trouver en cette saison. C'est vrai que ce n'est pas du tout la même que chez nous. Et surtout les produits qu'on puisse utiliser. Et quelque chose d'approchant de notre rouget. Donc voilà, on a décidé un Red Snapper, comme ils appellent ça ici. Et c'est un très bon produit local. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. C'est pas utiliser des produits qui venaient de France. Hein. C'est trouver la nourriture sur place. Et on a des magnifiques légumes. Hein. Ils ont... à une centaine de kilomètres d'ici, ils ont une très belle ferme avec des produits locaux, avec des légumes notamment qui viennent de là. Et donc nous, on est resté sur le poisson parce que le Vistamar et l'Hermitage, c'est connu pour les légumes et le poisson. Et donc on a fait une recette de caponatina. Est-ce que vous connaissez les barbadjouans ? Non, je ne connaissais pas les barbagians. Comment les trouvez-vous ? C'est délicieux. Là, on est au 3e jour d'arrivée, on en est à peu près à 1500 barbagians. Donc je pense qu'ils apprécient. On n'arrête pas d'en faire, d'en refaire, même là où ce n'était pas prévu, les gens en demandent. C'est une expérience enrichissante, j'imagine, ce mélange de cultures. Et puis il y a un échange. Nous, on a appris des petites choses d'ici également. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'ils utilisent beaucoup d'épices. C'est pas vraiment notre fort. Nous, on utilise plutôt les herbes aromatiques plutôt que les épices. Mais il y a un très bel échange en tout cas. La façon dont ils cuisinent, la façon dont ils travaillent des produits, on n'a pas forcément l'habitude. Pour nous, c'est un immense honneur. Ça a été une semaine exceptionnelle pour moi et mon sous-chef, mon équipe entière. Ces deux gentlemen travaillent comme nous n'avions jamais vu cela. Vraiment, je veux dire, vous avez vu là, depuis les 5 minutes où vous avez discuté avec eux, ils ont déjà préparé 30 plats. On repère les lieux, on repère un peu le matériel, on se met d'accord avec le chef, les produits, quand est-ce qu'ils sont là, ils arrivent à quelle heure, et puis voilà. Vous voyez, les légumes, c'est joli, c'est tout pour faire la caponatina qui accompagnera le rouget de Louisiane, on va dire, le Red Sniper. À quelques rues de là, nous retrouvons Alice Blanchero. La photographe des ballets de Monte-Carlo expose une quinzaine de ses photographies dans une galerie de Royal Street, au cœur du quartier français. C'est sa fondatrice Angela King qui nous y accueille. Elle est établie ici depuis 40 ans et a choisi d'ouvrir sa propre galerie il y a une dizaine d'années. Je présente des peintres, des sculpteurs, aussi bien des pratiques sur verre, bronze ou bois, et pour les peintres aussi bien des aquarelles que des peintures à l'huile ou acrylique. Tous mes artistes sont vivants, ce sont des œuvres contemporaines, et récemment, nous trouvons dans la Angela King Gallery des photographies. En ce moment, je présente 2 photographes et nous avons le plaisir de montrer le travail d'Alice à travers cette exposition rassemblant ses clichés de danse. La venue des ballets de Monte-Carlo à la Nouvelle-Orléans a ainsi permis à Alice de faire le voyage avec une sélection de certaines de ses photographies. Après New York, il y a 2 ans, c'est donc la seconde fois qu'elle a l'opportunité de montrer ses clichés sous la forme de tirages dans une galerie. Pour les plus récentes, elles datent à peu près jusqu'à 2015 et j'avais envie de montrer finalement qu'est-ce qui m'a fait aimer ce travail, à savoir la diversité dans les propositions, dans les chorégraphes qui viennent travailler pour la compagnie, et aussi la passion effectivement des danseurs, comme disait Angela. En fait, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me touche, cet investissement et ce travail. Et c'est ça que j'ai envie de conserver, en fait, de donner une importance comme ça au travail qui a été fait par ces danseurs. Du côté du Mahalia Jackson Theatres, les répétitions se poursuivent. Les danseurs se familiarisent avec la scène. C'est ici qu'ils se produiront samedi soir. La compagnie se produit chaque année dans plus d'une quinzaine de villes à travers le monde. Et cela faisait plus de 10 ans qu'ils n'étaient plus venus danser à la Nouvelle-Orléans. Ils présentent pour l'occasion une pièce culte de leur répertoire, Roméo et Juliette. Je me réjouis, mais je suis toujours quand même surpris de voir que 20 ans après, c'est une pièce qui est toujours demandée, qu'on arrive toujours à amener dans des lieux qui ne l'ont jamais vue.
Et ça me rassure dans un sens par rapport à la dimension aussi du patrimoine, je dirais, chorégraphique, de se dire que finalement ces pièces qu'on a créées à Monte-Carlo, que ce soit Roméo, Cendrillon, La Belle, sont des pièces qui sont devenues maintenant des espèces de pièces majeures qui font partie du répertoire de la danse et qu'on peut toujours exploiter. Et là, en l'occurrence d'ailleurs, on continue à découvrir des nouvelles distributions qui le font. Et donc à chaque fois, il y a quelque chose de renouvelé et qui marque aussi la particularité de la danse ou du théâtre en général, c'est-à-dire le spectacle vivant, qui ne prend forme que lorsque les interprètes s'en emparent. 5, 6, 7, 8. Riche de ses nombreuses manifestations artistiques et culturelles tout au long de l'année, elle est considérée comme le berceau de la musique jazz et a d'ailleurs vu naître l'une de ses légendes, Louis Armstrong. Encore aujourd'hui, les Néo-Orléanais ont le rythme inscrit dans leur ADN et les ruelles du quartier français en sont le reflet. Animée aussi bien la journée qu'à la tombée de la nuit, bars branchés, restaurants ou musiciens de rue font vibrer Nola. Après une bonne nuit de sommeil, les danseurs retrouvent les planches du Mahalia Jackson Theatre. And you always be moving it there. It's like you should be like animals ready to bite. Dans quelques heures, ils se produiront devant le public néo-orléanais. Je trouve que c'est différent, car à Monaco, nous connaissons extrêmement bien le public et il nous connaît très bien. C'est une énergie différente que nous recevons de leur part. Ce qui est plaisant en tournée, c'est que nous présentons quelque chose pour la première fois. Il y a cette excitation d'avoir une nouvelle première et de montrer à un nouveau public ce que l'on fait. C'est très excitant et ça donne envie de leur donner beaucoup d'énergie. Aux côtés de Roméo et Juliette, ils sont une quarantaine de danseurs sur scène. Parmi eux, Jae Young-han, il est rentré au ballet de Monte-Carlo en 2016. Il interprétera le rôle de Tybalt. Roméo et Juliette a pour lui une saveur toute particulière. J'ai commencé assez tard la danse, c'était en 2011. Donc en 2012, pour ma deuxième saison en Corée, le Korean National Ballet présentait Roméo et Juliette de Jean-Christophe Maillot. C'était la première fois que j'avais l'occasion de voir un ballet moderne ou dramatique. Avant cela, je venais de débuter, donc je ne connaissais que des chorégraphes classiques comme Marius Petipa. Ça a été pour moi comme une détonation. J'ai ressenti tous ces mouvements et cette chorégraphie comme quelque chose de plus vrai, comme du parler. Ce ne sont pas que des arabesques ou des pirouettes, mais il y a aussi beaucoup d'émotions, d'expressions. Après ce ballet, mes yeux étaient plus ouverts à d'autres univers. Less travel to go before you come for that one. Il est presque 20h, la salle du Mahalia Jackson Theatre s'ouvre au public. Les danseurs en coulisses s'échauffent. La salle est pleine, le spectacle peut commencer. Après 2 heures de représentation, le public est conquis. Applaudissements et standing ovation pour les danseurs de la compagnie et leur chorégraphe Jean-Christophe Maillot. Sa relecture de cette tragédie shakespearienne a une nouvelle fois rencontré son public. Demain, c'est une autre destination qui les attend. Minneapolis et ses moins 10 degrés. Une tournée américaine qui s'achèvera un peu plus au nord encore, à Chicago, avec La Belle. Quant à l'histoire d'amour entre le rocher de Monaco et le joyau des États-Unis, elle n'est pas prête de s'achever. J'espère que plus tard dans le courant de l'année, nous arriverons à faire venir des musiciens et des artistes à se produire à Monaco. La Nouvelle-Orléans n'est pas une ville que l'on visite, mais que l'on vit.